Eh bien bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de XY Mag. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de numéro depuis l'été, donc on attaque une nouvelle saison. On n'a pas changé grand chose parce que c'est un peu les idées qui manquent, donc on compte aussi sur vous pour nous en donner des bonnes. Surtout donc aujourd'hui, on va parler d'aspirateur robot Samsung. On va parler d'un jeu Friendly Fire, pour ceux qui connaissent, mais surtout je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas, donc ça va être intéressant. On va parler des smartwatches, donc des montres qui sont connectées au téléphone, comme vous avez vu plusieurs offres qui sont apparues et qui vont encore arriver bientôt. Et puis on finira par la nouvelle G-Shock, donc dont je vous ai déjà parlé dans les articles, la GW donc 1100 Sky Cockpit que je porte et que donc on pourra regarder en détail. Tout de suite on commence avec donc le Samsung. Donc ce qui s'est passé, c'est que cet été j'ai trouvé une promotion sur Cdiscount pour un aspirateur robot et qui valait plus de 300, presque 400 euros et qui était bradé à 200 euros. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'en prendre un, donc j'ai sauté sur l'occasion, hop, et puis je l'ai commandé, puis je l'ai reçu quelques jours plus tard. Et au final, eh bien, j'en suis ravi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La mise en œuvre, il y a un petit socle, on le branche, on met le robot donc dessus pour qu'il se charge, bien sûr, puisque c'est autonome, il y a une batterie. Vous verrez fonctionner le robot dans la vidéo, soit par là, je vais voir où je le mets en réel, n'importe comment. Je mettrai de la poussière comme dans les publicités pour que vous voyez comme ça les ramasse. Et donc, le robot ensuite, eh bien, il passe l'aspirateur. Mais alors, on pourrait croire au début que c'est pénible, que c'est pas compliqué, machin, etc. Mais en fait, c'est génial. Donc, moi, ce que je fais, c'est que le matin, je le programme pour démarrer dans la journée, donc pas immédiatement. Donc, il y a un petit programmateur et on peut sélectionner plusieurs programmes. Donc, en fait, il peut y avoir un programme où il fait tout l'appartement, un programme où il fait qu'une seule pièce, ou un programme où il fonctionne jusqu'à ce qu'il soit mort. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de passer, de repasser, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie et qu'il se recharge. Donc, moi, je fais le programme normal où il va partout. Donc, j'ai un tapis, j'ai du carrelage, j'ai du parquet. Et donc, quand je reviens le soir, l'appartement, il est nickel. Et quand je vide régulièrement le bac à poussière, je vais vous dire un truc, c'est que y en a un paquet. Pourtant, il passe tous les jours. Et c'est preuve que, en fait, il y a tout le temps de la poussière à ramasser dans un appartement. Et que c'est drôlement efficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce robot, il a une caméra au-dessus, ce qui fait qu'il voit la forme des pièces et il se dirige. Et il arrive à passer, ma foi, partout. Alors, le seul truc gênant, c'est quand vous avez des fils qui traînent ou bien sûr des vêtements. Là, ça va le foutre en l'air, donc il va s'arrêter, il va se mettre en sécurité. Mais sinon, si vous avez l'appartement bien rangé, il vous ramène un appartement super propre. Donc, moi, je dis bravo, les aspirateurs robots, c'est hyper efficace. Je suis même en train de regarder un aspirateur pour passer à serpillière parce que ça, on est toujours obligé de le faire. Et il y a iRobot qui en fait. Il s'appelle les modèles Scuba. Vous vous rappelez, iRobot, j'ai interrogé le CIO, donc le directeur général à InnoRobot à Lyon il y a 2 ans. Donc on avait déjà parlé de ces robots-là puisque c'était la grande période de lancement. Là, c'est très au point au niveau de l'autonomie, de la batterie, des accessoires. C'est vraiment au point. Donc moi, je suis parti sur un aspirateur. Alors, j'ai pas acheté un iRobot parce qu'ils sont chers et il n'y a pas de promotion dessus. Donc j'ai pris un Samsung. Mais je dirais peu importe la marque, je pense que quand vous êtes dans une gamme de prix, ça se voit à peu près tout, parce que c'est qu'un ventilateur qui roule par terre, hein, c'est pas une technologie hyper avancée. Par contre, ce qui est important en effet, c'est bien de regarder pour l'appartement l'autonomie en fonction de la surface que vous avez, ça c'est très très important. Bien regarder aussi s'ils ont des systèmes qui lui permettent de s'isoler d'une pièce, c'est-à-dire de ne pas y aller, qui marchent sur les tapis et les escaliers. Parce que si vous avez des escaliers, ça va mal pas le faire. Il n'y en a aucun qui monte les escaliers, qui les descend. Il les dévale en fait. Hein. Et puis surtout avec les tapis, de bien vérifier. Alors petit détail aussi à prendre en compte si vous avez des seuils de porte dans l'appartement. De bien vérifier la hauteur des seuils de porte parce que parfois certains robots ne passent pas les seuils de porte s'ils font plus de 2 cm de haut ou quoi. Et donc du coup il ne peut pas aller dans la pièce. Ce qui peut être gênant si vous comptiez sur lui pour faire la pièce. Voilà pour les robots aspirateurs, on est sur quelque chose qui vraiment là révolutionne la maison parce que là je passe plus l'aspirateur quasiment, sauf éventuellement sur le tapis quand je lui empêche d'y aller parce que sinon il arrache vraiment, il aspire tellement qu'il arrache les poils du tapis. Donc du coup je le empêche d'aller sur le tapis pour pouvoir faire le tapis avec un aspirateur qui
fais plus attention. Voilà un petit peu sur le Samsung. Je dis bravo pour cette innovation. Je ne pensais pas que j'en m'en servirais autant. Hein. Je pensais que je m'en servirais de temps en temps, mais en fait, maintenant c'est tous les jours. Deuxième sujet, on passe à Friendly Fire. Alors, Friendly Fire, c'est un jeu que j'ai téléchargé un soir où je ne savais pas quoi faire. Je cherchais un wargame parce que j'aime bien ça. J'avais déjà fait des articles et même des vidéos sur Wargame qui était Great Little Wargame, donc GLGW, qui est un très très bon Wargame que j'avais conseillé. Et là, Friendly Fire, c'est du freemium, donc je m'attendais un peu à une arnaque. Donc je l'ai téléchargé, j'y ai joué. Alors le principe qui est sympa au début, c'est que vous choisissez l'endroit où posez votre base, mais vous la mettez via Google Maps en fait exactement là où vous voulez, c'est-à-dire je l'ai mis chez moi, donc là où j'habite, je l'ai posé dans ma rue, ce qui fait que j'avais toutes les rues etc. autour, et donc du coup après les combats se passeront dans mon quartier. Alors moi il ne faut pas me faire chier dans mon quartier, hein, donc c'était sûr que j'allais tout gagner. Donc du coup on trouve ça marrant parce qu'on se bat dans sa ville, donc on se bat contre la ville des autres etc. dans le monde entier. Donc je me suis battu contre des Israéliens, des Américains, des Argentins, des Chinois, des Coréens, enfin il y a vraiment beaucoup de joueurs. Et donc bien sûr le principe, hein, c'est un RTS un peu, avec un aspect aussi Tower Defense, donc c'est de avoir des matières premières, du pétrole ou de l'acier, construire ses bases, améliorer ses armements, etc. Ce qu'il faut bien noter, c'est que les combats en fait, quand on attaque, on peut diriger ses chars et ses avions et ses canons. Par contre quand on est attaqué, eh ben en fait, c'est la manière dont tu as mis en place sa défense qui va jouer toute seule. Ça veut dire que là, on est dans le cadre d'un robot défense, c'est-à-dire que si on n'est pas prêt, si on a mal placé ses troupes, on va se faire massacrer la base. Si on est bien placé, c'est l'autre qui ne va pas y parvenir. Et bien sûr, là, on gagne des points si on est gagnant en défense ou en attaque. Et c'est les points qu'il nous faut monter de niveau. Et ensuite, bien sûr, il y a des niveaux d'armement, comme dans un robot défense, qui font qu'on peut plus ou moins être puissant. Donc tout ça c'est vraiment intéressant, mais le problème c'est que comme c'est du freemium, ils ont prévu de vous faire acheter, alors c'est des diamants la monnaie, donc des diamants parce que les diamants ça permet d'aller plus vite dans la construction de ces unités et de gagner du temps parce que, alors là je vais vous dire, il y a des trucs, il faut plus d'1 jour pour le construire, c'est-à-dire que vous voulez construire une tourelle, vous allez attendre 1 jour pour l'avoir, vous voulez construire des nouvelles unités, vous allez attendre plusieurs heures pour les avoir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous passez votre temps à attendre plutôt qu'à jouer. Et donc c'est un jeu maintenant que j'ai plus d'1 mois, voire même 2 mois, et j'y joue pas souvent parce qu'en fait, à chaque fois qu'il faut repasser quelque chose, on attend des heures et des heures, des jours et des jours. Alors bon, comme je dors la nuit, je suis pas jour et nuit devant, ce qui fait que en fait dans une journée, on y joue peu de temps parce qu'on peut faire une action, puis après il faut attendre des heures pour pouvoir le refaire. Alors bien sûr, si on achète des diamants, on peut rejouer plus vite, mais je dirais ça coûte vite hyper cher. Ils ont même prévu de pouvoir acheter pour 70 € de diamants. Donc je vais vous dire, dans un jeu comme ça, quand vous avez acheté pour 70 €, ce qui est plus cher que le GTA V qui est vendu je crois à 60, vous êtes vachement content d'avoir un petit jeu sur tablette. Donc pour moi ça c'est arnaque. Par contre le jeu il est rigolo, mais ils ont trop joué sur la latence, ce qui fait que trop lent. Donc on se fait chier au bout d'un moment. Donc j'y vais de temps en temps maintenant, mais au final c'est vraiment pas aussi passionnant que ça aurait pu l'être. Donc Friendly Fire, très bon jeu, mais ils ont trop misé sur le freemium et c'est hyper pénible. Troisième sujet, je vous avais dit les smartwatches. Alors sur les smartwatches, moi j'ai une opinion assez claire, puisque j'en avais parlé maintenant il y a presque 2 ans. Donc quand j'avais commencé, puisque j'avais acheté la Sony et j'avais acheté la Motorola. Donc j'en avais fait des tests, on en a dans les vidéos, j'avais fait des articles dessus. Ça se synchronisait en Bluetooth avec les téléphones. Moi je trouve ça vraiment génial. Pour moi c'est la montre, le must-have. Sauf que les limites, et elles sont toujours les mêmes aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que le marché aujourd'hui n'est pas encore mature pour que ça se démocratise, et on n'en a pas l'habitude, c'est qu'il faut recharger sa montre tous les jours, et ça c'est super pénible, parce que alors déjà que le soir quand vous rentrez, vous rechargez le téléphone, vous rechargez la tablette, il faut recharger en plus la montre. Moi j'ai fait rajouter des multiprises, mais au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu pénible, donc ça c'est une grosse limite. Donc là, le rechargement de la montre. La deuxième grosse limite, c'est la taille de la montre. C'est quand même assez mastoc encore. Le design n'a pas encore été bien à même de les rendre vraiment belles. Notamment, il faudrait que le bracelet puisse être utilisé comme batterie afin que le boîtier soit moins massif.
puisque là on n'est pas dans des montres de sport, on est dans des montres élégantes, parce que faire du sport avec ça, il faut vraiment avoir envie de les péter. Donc aspect design, aspect autonomie, et puis aspect fonctionnement. En effet, au niveau des technologies Bluetooth, c'est aussi lié aux autres, c'est-à-dire que le Bluetooth actuel est très consommateur en énergie, d'où le fait que la montre se décharge vite. Les nouveaux Bluetooth version 4 là, à capacité maximum, donc à consommation réduite, arrivent juste maintenant, donc peu de téléphones sont compatibles, et je pense que quand on aura réuni tout ça, on aura déjà gagné en autonomie. Et pour moi, l'ultime pas à franchir, c'est que le rechargement de la montre ne se fait pas avec un fil, mais se fait par contact, comme on l'avait sur les HP, puisque j'avais des téléphones et tablettes HP qui se rechargeaient par contact. C'est-à-dire que le soir, vous posez la montre à l'endroit où vous souhaitez la poser, donc sur votre table de chevet, dans votre salle de bain, machin, sur un petit support qui va la recharger, parce que vous n'avez pas l'impression de la brancher, c'est-à-dire qu'elle va se recharger par contact. Et si tout était comme ça, c'est-à-dire que des supports comme ça un peu dans la maison partout, ou quand vous posez vos objets, ils se rechargent, eh ben on a réglé le problème des rechargements, parce que c'est des objets qu'on pose partout. Quand on rentre chez soi, on pose son téléphone, on pose sa tablette, machin. Ben, si on le pose au bon endroit, il se recharge. Et ça, c'est ce qu'il faudrait pouvoir avoir afin que ces objets puissent être utilisés le lendemain matin, chargés à plein pour la journée, et qu'on puisse travailler. Donc pour moi, les smartwatches, tout le monde en a envie, tout le monde trouve ça génial, c'est pas prêt. Donc il faut encore attendre quelques mois, quelques années pour que vraiment ce soit un objet pratique et usuel, qui puisse avoir une autonomie et surtout qui puisse avoir une praticité qui aujourd'hui n'est pas accessible avec cette histoire de branchement et de rechargement. Il faudra qu'elle soit vraiment sans fil. Voilà mon opinion sur ça. Je pense que dans l'avenir, ça sera comme ça que ça fonctionnera, parce que je ne vois pas comment sinon ils peuvent régler ces problèmes autrement qu'avec ces solutions qui existent, mais qui aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ne sont pas bien mises en œuvre, parce que le chargement par contact, ça existe depuis très longtemps, et il y a encore très peu de téléphones par exemple qui l'ont. C'est quand même étrange qu'ils aient envie de nous vendre des fils, alors qu'en fait en accessoire ils pourraient nous en vendre plein. Donc là-dessus, j'ai pas d'explication. Dernier sujet, G-Shock. Alors, moi, pour faire clair, donc la semaine je mets une montre de ville, et puis le week-end, eh ben, je mets des montres plutôt sport, comme ça je suis sûr de, si jamais quoi que je fasse, je ne vais pas abîmer, même si je ne suis pas un grand sportif. Ben, rien que d'avoir la montre, on fait comme si on l'était, ça peut donner l'impression. Donc en général, le week-end, je mets des G-Shock. Donc j'en avais une ancienne qui commençait un petit peu à avoir fait son temps, mais qu'elle n'avait aucun problème de fonctionnement. Donc j'avais décidé d'en acquérir une nouvelle. Alors, le problème avec les montres de sport, souvent, si vous avez remarqué, c'est que c'est souvent des montres à affichage digital et peu des montres à aiguille. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Ah ben je vais vous le dire. Parce que tout simplement, quand vous faites tourner des aiguilles, il y a forcément des engrenages et des mécanismes, et ça, c'est pas compatible avec le sport. Pourquoi? Parce que si vous faites des mouvements, si vous avez des vibrations, si vous avez des chocs, la mécanique en fait se dérègle, et donc les montres ne sont pas assez précises pour faire ce genre. Alors qu'une montre électronique qui n'a pas de mécanisme du tout, elle va jamais se dérégler avec le sport. Alors ce qu'il faut savoir, un petit peu d'histoire, c'est que les montres telles qu'on les connaît à aiguille, ont en fait été inventées au départ pour la marine, pour savoir où étaient les bateaux. Parce qu'il faut savoir que si on a l'heure, on sait où on est. Et dans les bateaux, avant, pour faire ça, ils utilisaient un sextant et des sabliers. Et donc le problème, c'est que si on oubliait de retourner les sabliers régulièrement, ça se déraillait, etc. Mais ils ne pouvaient pas emmener sur des bateaux des montres à mécanique avec balancier, comme les vieilles horloges que vous avez chez votre grand-mère, parce que sur un bateau comme ça bouge, eh ben, le balancier il se déréglait. Donc ils ont inventé les montres à mécanisme à ressort, celles qu'on connaît quand on remonte avec le petit truc, et c'est comme ça donc que la marine a pu améliorer la précision des bateaux et la navigation autour du monde pour pouvoir savoir où est-ce qu'on était en position dans la mer. Alors une fois qu'on sait ça, on dit bah oui, mais alors les aiguilles ça se dérègle, donc sur les bateaux c'est pour ça que ça bougeait, donc c'était amélioration, mais quand on fait du sport ça vibre très fort, donc du coup c'est rarement ça. Et pourtant la G-Shock que je porte, il y a des aiguilles. Alors quelles sont les caractéristiques qui permettent justement d'avoir ça? Alors je la ôte pour vous la montrer de plus près. Donc déjà on voit l'épaisseur du machin, donc c'est quand même assez volumineux, donc il y a de quoi dedans avoir du mécanisme, puisque dans cette montre là aucun espace n'est pris par la batterie, d'accord, puisqu'il n'y a pas de pile, elle marche à l'énergie solaire, donc déjà
il n'y a pas d'alimentation, d'accord? Elle marche au soleil. Ensuite, elle se règle par signaux, c'est-à-dire qu'elle est branchée sur un signal qui est en Allemagne, qui règle automatiquement les montres, donc elle est radiopilotée. Troisième chose, il y a 3 mécanismes à l'intérieur de réglage qui permettent à la montre, même en environnement extrême, de garder les aiguilles à l'heure. D'accord? Ce qui fait que c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir cette précision, mais la contrepartie, c'est en effet la taille du boîtier. Mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est justement que sa taille lui donne aussi sa robustesse, parce que quand on voit le machin, on voit tout de suite que c'est solide. Alors, quelle fonctionnalité elle fait en plus? Donc, non seulement elle donne l'heure sur tous les fuseaux horaires du monde, donc en fonction du fuseau qu'on souhaite. Elle est radiopilotée dans le monde entier, donc en Europe, aux États-Unis et en Asie, par les aiguilles de radiopilotage. Si j'appuie sur ce bouton, elle va me donner l'orientation, puisque comme c'est une montre d'aviateur, c'est la Sky Cockpit, elle va m'indiquer le nord. Et ici, je peux vous assurer que le nord est là. D'accord? Faites-moi confiance. D'accord? Il est là. Et donc, ensuite, elle va faire chronomètre, compte à rebours. D'accord? Et aussi heure d'hiver, heure d'été et la date. Donc par rapport au G-Shock habituel, elle fait à peu près les mêmes fonctions. Ce qu'elle ne fait pas par rapport à ce que j'avais, c'est qu'elle ne fait pas la température barométrique et puis l'altitude. Mais bon, finalement je m'en sers rarement, donc ça va bien. Et puis il n'y a pas besoin de mettre de pile puisque, comme je vous l'ai dit, elle marche à énergie solaire. Donc moi, je suis très content de cet achat. Je l'ai acheté en fait au Japon. Par correspondance, parce que bon, je ne suis pas allé. Et la petite histoire, c'est que je ne la trouve pas en fait en France. Alors ça, c'était l'été dernier, cet été que je l'ai acheté. Donc impossible à la trouver en France. Donc j'ai dû la commander au Japon sur un site qui est indiqué dans l'article sur XYMag. Donc allez le voir si vous voulez une montre de ce modèle-là, puisqu'il y en a 3 sortes, rouge, noir et vert. Là, vous voyez, celle-là, elle est rouge. Et il y en a une avec tout en noir et tout en vert. Donc le principe, c'est que j'ai acheté au Japon. Donc bien sûr, elle était moitié prix du prix communiqué pour l'Europe, mais malheureusement à la douane, eh ben, ils l'ont vu passer et donc j'ai dû payer des frais de douane, bien que j'avais vu avec le commerçant pour qu'il indique pas la valeur. Donc du coup ils m'ont fait déclarer la valeur et j'ai dû payer à peu près 100 et quelques euros de frais de douane. Donc ce qui m'a toujours laissé bien sûr la montre moins chère qu'en Europe, mais bon, bien sûr, avec 100 euros pardon, de décalage. Donc j'ai eu ça à payer, mais je ne l'aurais jamais eu sinon en attendant en Europe, puisque je n'ai pas regardé, mais je crois que pour le moment, on n'est toujours pas disponible. Donc, ou alors si elle est, c'est à plus de 600 euros. Ce n'est pas du tout le prix qu'on a là-bas, donc je suis toujours très content de cet achat. Et il faut savoir que G-Shock a annoncé la sortie de smartwatch aussi, dont je viens de parler tout à l'heure, qui permettront de lire les SMS, etc. Donc, dès que ça sera sorti, je regarderai pour voir si c'est intéressant et éventuellement faire venir une pour vous en parler dans un prochain numéro. On a épuisé les sujets du numéro d'aujourd'hui, donc je vous dis au revoir, à bientôt. Et puis pensez à partager la vidéo si elle vous plaît, parce que c'est en la partageant que vous la ferez connaître. Et si vous la faites connaître, eh bien moi je vous remercie d'avance. Voilà, à bientôt, salut. Et salut. Alors voilà, bon, c'est un peu le décor à l'envers de XYMag quand je monte pas les effets spéciaux. Donc oui, je tourne chez moi, donc à domicile. Et c'est l'occasion de vous rappeler que si vous aimez ces vidéos, likez-les, partagez-les. Et puis faites-en profiter vos amis ou les gens que vous n'aimez pas si ça vous plaît pas, comme ça vous dites ils vont s'emmerder pendant 20 minutes. Mais en tout cas, faites-le savoir autour de vous. C'est grâce à ça que j'aurai plus de monde et que je pourrai encore améliorer le concept. Postez des commentaires sur le site xymag.tv dans lequel vous avez toutes les vidéos en téléchargement ou en visionnage. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit bien, que ce soit pas bien. Dans tous les cas, je ne les censure pas et je suis content parce que ça me permet
eh bien de progresser, d'améliorer, de faire en sorte que les vidéos soient plus intéressantes ou meilleures avec les conseils que vous pouvez me donner. Donc je vous donne rendez-vous sur le site, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et si vous commentez bien, peut-être je vous en montrerai plus sur les conditions de tournage de XY Mag et je sortirai de mon fauteuil de ministre. Voilà, à plus tard.